Bonjour. Bonjour, bienvenue à Cinéma Simp, le podcast où on parle de cinéma. Moi, je suis Antoine et aujourd'hui, j'ai... Nicolas. Oh yeah, j'ai Nick aujourd'hui avec moi. Je suis pas tout seul. Non, je suis pas malade. Yeah. Par contre, pour me punir, Antoine m'a ôté mes écouteurs. Donc, Yeah, j'ai oublié le splitter pour qu'il puisse s'entendre. Fait que là, il entend rien. Il est en train d'écouter de la musique en même temps. je suis tellement un Chad. Alright, v'là 2 semaines. Oui, la deux semaines parce que j'étais malade. Yeah. V'là 2 semaines, Nick m'a recommandé Mulholland Drive de David Lynch. Moi, je lui ai recommandé Last Night in Soho de Edgar Wright. On va commencer avec ça, puis après, on va parler de Civil War. Je fais une dédicace à mon ami William pour l'intro. Oh oui, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Will. Merci, Will. Je recommande sa chaîne YouTube, c'est Will Peace Gaming. Damn, on a un sponsor? Ouais. Alright. Mulholland Drive. Non, Last Night in Soho. Ah, tu veux commencer par celle-là? Alright, on peut. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool. Ouais. C'est le pire Edgar Wright que j'ai regardé. Tu trouves? Ouais. Damn, je serais même pas capable de dire c'est lequel le pire. Pour être honnête. Mais c'est bien quand même, hein. C'est juste que je trouve qu'il donne trop de réponses à la fin. Il donne trop de réponses à son film. J'aurais préféré quelque chose de plus ambigu. On va commencer par le début du film. Là. Ouais, ok. Mais juste pour me donner mon avis général, quoi. Ouais, ben oui, je comprends. Par contre, les acteurs, vraiment Mais moi, incroyables. Anya Taylor-Joy, Matt Smith, l'alchimie entre ces deux-là, c'est exceptionnel. Ça, électrique. Ouais. Absolument électrique. Mais non, c'est ça. Moi, personnellement, j'aurais de la misère à choisir un pire film pour Edgar Wright. Ben, je dis ça, je le trouve même pas mauvais. Fait que... Ouais, ben c'est ça. C'est dur à dire, là. Je pense que ça serait le dernier pub. Last Pub, là. Ça serait probablement le moins bon pour moi. Je pense que je l'ai pas vu. Okay. Oh, damn. Dans une couple de semaines. C'est ça. Bref, Last Night in Soho avec Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith. Moi, j'ai bien aimé la performance de Thomasin McKenzie aussi. Faut pas la... Non, faut pas la délaisser. Pour une jeune actrice, quand même, c'est une très bonne performance. Ouais, c'est une très bonne performance. Même pour moi, ça reste quand même Anya Taylor-Joy et Matt Smith les meilleurs. Ah, ben oui. Ça, c'est... La chimie était juste parfaite, là. Matt Smith, il est vraiment bon dans ce film-là. Mais ce que j'aime beaucoup avec Edgar Wright, c'est vraiment... dès la première scène, la présentation, tu comprends plein d'informations sans que ça soit lourd. Oui, ben ça, pis c'est hyper stylé. Les couleurs, que ça soit la cinématographie ou les shots pis les couleurs. Ouais, il y a beaucoup de couleurs dans ce film-là. Ben des fois, pour moi, ça allait un peu dans la saturation à certains moments. Ben, je pense que c'était surtout fait pour ça. Surtout pour les passages dans les années 60. C'était vraiment intéressant. Mais la transition entre les années 60 et le présent, c'était le tellement shot, bien ficelé. Le shot avant le premier flashback, avec le drap, ça, c'est un de mes shots préférés du film. Parce que ce shot-là, il est comme... Aïe, c'est quand il finit le shot? Parce que ça s'éloigne. T'es comme... Holy fuck, that's a good shot. Fait que dans ce film-là, t'as Ellie qui hallucine bien des affaires, mais qui sont comme real, ce qui est quand même insane. Elle a comme un gift de voir les morts, ce qui est quand même intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais... Parce que je sais pas sur quoi rebondir, je vais aller quelque part d'autre. Tu es en train de parler de ces visions. Je pense que je vais commencer du début du film. Ok, on peut commencer du début. Ok, parce que dans la première scène, justement, à l'écoute de la musique, ça montre tellement bien sa personnalité. En plus, c'est habillé. Elle veut devenir designer, c'est ça? Oui. Elle veut designer des modèles et tout. Et je trouve que la première scène montre parfaitement sa personnalité. Et j'aime aussi le plan où on voit sa mère dedans le miroir. Ah, ça, c'est un excellent shot. Parce que ça en dit beaucoup sur sa personne ou... Oui, puis sur son état d'esprit à voir sa mère, genre comme un fantôme. Ça, elle est pas là à capoter. Fait que tu le vois tout de suite que ça fait longtemps qu'elle voit sa mère. Puis aussi, ça plante les graines dès la première scène qu'elle voit des fantômes, elle voit des morts. Surtout que sa grand-mère dit qu'elle a un gift. Ouais. Que c'est un gift pour eux autres. C'est spécial. Et ça va nous amener plus tard à questionner son état mental. Mais j'aime aussi quand le film y ouvre parce que ça montre son innocence, comme tu dis. Après, elle s'en va à London. Yeah. Et la première scène avec les trois filles, le groupe de filles. Ben, on peut commencer avant avec le gars du taxi, là. Ah oui, le gars du taxi qui est genre, super creepy. Qui est genre, ben tu viens de te trouver ton premier stalker. Genre, what the fuck? C'est qui dit ça? Je sais pas. Puis quand tu pourrais être un modèle, you got the legs for it. Genre, what the fuck, dude? C'est un vieux dude en plus. Genre, c'est une jeune fille de 18 ans. Genre, ta gueule. Genre, fuck. Ça, c'était bizarre. Après, on a justement la scène qui est introduite à sa coloc. Oui, sa coloc est une fucking bitch. Pire personnage du film, 100%. 100%. Je la déteste. Mais elle a joué bien son rôle, justement. Oui. Parce qu'on la déteste.
Mais dès le début, on la déteste. Après, je suis pas 100% sûr qu'elle est nécessaire. Comme... Ça aurait pu être coupé, ça, selon moi. Ben, c'est... Elle aurait pu justement arriver directement à la maison. J'ai écouté les making-of en même temps, puis Edgar Wright mentionne justement les 3 autres filles, puis l'autre dude, John, puis que John puis Ellie, c'est vraiment les forts de l'Atlas. Eux autres, ils sont là, ils sont prêts. Ils sont préparés pour qu'est-ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent faire ça dans la vie. Les 3 autres sont juste shallow, ils veulent juste être bien habillés. Tu sais, c'est pour amener ça aussi. Ils sont juste là pour faire des parties, se exact. saouler. Puis c'est aussi quand ils ont été... Parce qu'ils ont filmé dans à la vraie place, au vrai institution design ou whatever, comment que ça s'appelle. Mais il a comme vu comment que c'est très compétitif comme école. Comme milieu, ouais. Exact. Puis moi, je trouve que l'introduction des 3 filles, elle a sa place parce que ça montre qu'ils sont en arrière puis elle est en avant. Tu sais, elle arrive avec son propre linge qui est quand même très beau. Fait qu'eux autres sont 100% intimidés. Là. Faut qu'ils rely pour la bully juste pour pouvoir se sentir supérieur à elle. Surtout sa coloc. Elle fait une compétition que sa mère est morte et c'est plus tragique pour elle. Ah, c'est comme... T'écoutes ça, tu te roules les yeux. Oh là. mon Dieu, il y a une line que j'ai trouvé quand même drôle. C'est quand elle demande elle vient de où, puis elle dit elle vient de où, puis elle est comme sorry. Puis l'autre elle répète, puis elle, non, I'm sorry. Ça c'était drôle quand même. C'est une bonne line. Là. C'est comme non, I'm sorry. Mais c'est ça, c'est... Surtout que les filles, on les voit pas vers la fin. C'est pour ça que je trouve ça un peu superflu dans l'intrigue. Même si je trouve que c'est très, très tight. Je comprends. C'est très bien écrit dans l'ensemble, mais c'est juste un petit truc ici, un petit point noir que j'ai reproché. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve que les 2 qui accompagnent la bitch sont pas nécessaires que elle. C'est que j'ai mal dit ça. Tu peux reprendre. Ben non, c'est pas grave. Parce elle a quand même un but parce que c'est elle qui bullied. Fait que genre, les 2 autres font juste la suivre. C'est comme son support pour Kabouli, les autres. Qu'est-ce que t'as pensé du personnage de John? C'est un Chad, là. Ah, il est cool. Il est cool, là, parce qu'il a remarqué tout de suite que Ellie est différente, puis il l'a tout de suite accepté pour sa différence. Ouais, c'est vrai. Parce que tout de suite, ils se croisent, puis tout de suite, il est comme... C'est sûr, il y a un intérêt parce que la fille, il la trouve cute, là, c'est sûr, là, mais... Ouais, non, c'est ça. C'est ça qu'il veut depuis le début. Yeah. Arrête. Il aime les filles différentes, c'est tout. Probablement, mais en même temps, je pense que lui aussi, il se sent un peu plus différent des autres. Parce qu'il peut le voir, lui aussi, que les autres sont pas aussi sérieux de rentrer dans ce domaine-là que lui puis Ellie. Parce que les autres sont vraiment sérieux. Chris, tu peux pas être plus sérieux que la fille qui arrive avec son propre linge. Ça, c'est badass quand même. C'est badass, là. T'arrives avec ton propre linge, puis tout de suite, ils sont jalouses. Bon, pour le coup, Ellie, elle aime pas vraiment sa coloc, du coup, elle décide d'emménager ailleurs. Ouais. Ben après le party, là, surtout. Ouais, après là. le party, surtout. Après, Ellie s'en va ailleurs, trouver une landlord, justement, pour trouver un milieu calme, justement, pour plus être interrompue par sa coloc. Ben, je pense pas qu'elle aurait déménagé si elle aurait pas vu le message qui cherchait une personne. Puis qu'en plus, ça soit un truc girls only. Je pense qu'elle aurait quand même trouvé un ailleurs. Probable. Une place un peu plus accueillante pour elle. Fait qu'elle rencontre Miss Collins. Ouais, elle rencontre Miss Collins. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que toutes les lignes de dialogue que Miss Collins a dit, comme genre, amène pas un garçon à cette heure-là. C'est comme genre, ok, plein de foreshadowing. J'ai vu ça dès la première minute. J'étais comme genre, foreshadowing. Okay, beaucoup. Je sais exactement que c'est du foreshadowing, ça. Ah non, il y a beaucoup de foreshadowing. Ben, tu sais, dès le début du film, tu vois que John, il a un intérêt. Puis là, elle qui dit pas de gars après 8, c'est comme, ah, ok. Il va peut-être avoir une affaire. Mais Edgar Wright, il fait le foreshadowing vraiment bon. Il est vraiment excellent là-dedans. Ouais. Ben surtout comme genre, amène pas un garçon dans ta chambre, s'il te plaît. C'est comme ça fait une référence plus tard à qu'est-ce qu'elle a vécu à travers... Ben c'est ça, parce que c'est assez qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle. Ouais. On va pas move trop loin dans le film. Non, je sais, mais quand même faire des connexions. Les gens qui écoutent ont quand même vu le film. J'espère que vous avez vu le film, parce que c'est un bon film. Fait qu'elle emménage là, puis qu'est-ce qui arrive quand elle emménage là? Tout tourne à l'envers, parce qu'elle est transportée dans les années 60. C'est comme, holy shit! Pendant la nuit, hein? Ouais, pendant qu'elle rêve, c'est comme... Pendant qu'elle rêve. Elle devient quasiment accro à ces rêves-là. T'as-tu remarqué? Parce qu'elle devient quelqu'un d'autre. C'est juste après la première soirée, t'as John qui demande si elle a de quoi faire, puis elle pense tout de suite à ça, puis elle est comme, ouais, j'ai quelque chose à faire. Puis elle veut juste aller se coucher, juste pour pouvoir rêver des années 60. Mais tu sais, c'est avant qu'elle voit que tout est dark, là. Ouais, mais c'est ça, elle vit par procuration à travers elle dans ses rêves, puis elle se développe une confiance, une créativité. Ben oui, tu sais, c'est justement quand elle se change les cheveux. Tu sais, elle veut juste avoir la confiance de Sadie. C'est tout ce qu'elle veut.
C'est avoir sa confiance. Elle veut devenir le personnage qu'elle imagine dans ses rêves, parce que pour elle, c'est réel, mais au début, ça c'est reste... des rêves. Au début, c'est des rêves. C'est quand elle va pour acheter le code, puis qu'elle voit le landmark, puis qu'elle est comme « Holy fuck, what the fuck? » Mais surtout, j'adore, surtout dans son premier rêve, je pense qu'il y a eu beaucoup de transitions avec les miroirs, avec les hors-champs. Ben, ça, je te l'avais dit, les miroirs shots dans ce film-là sont absolument insane. Genre, comment tu fais des miroirs shots de même? Tu veux savoir quand il a fait? Comment? Il n'y a pas de miroir. D'accord. Ils se sont miroirés au complet. Genre, chorégraphiés. Ça, c'est insane. C'est impressionnant comme chorégraphie. C'est insane. Genre, Anya Taylor-Joy, elle parle comme quoi c'est vraiment freaky de comme... T'es en train de te faire embrasser, puis l'autre à côté, elle fait la même chose, là. C'est comme... Ça doit être freaky, là. Non, ces shots-là, c'est comme... sont vraiment chorégraphiés à la perfection. Le shot, quand que Sadie descend les marches, mais tu vois Héloïse derrière, dans le miroir, sur comme 8 miroirs d'affilée. C'est comme insane comme shot. Ben c'est ça. Après le premier rêve, elle design la robe qu'elle a vue dans son premier rêve. C'est une belle robe quand même. Très belle robe. Qui rendrait n'importe quelle fille vraiment cute, je pense. C'est vrai que c'est une très belle robe. Très belle robe. Mais je pense qu'à un moment, le personnage de Matt Smith commence à devenir plus violent, plus agressif. Il demande plus d'elle. Il demande qu'elle devienne une esclave. Dans le deuxième rêve, il s'en va pour l'audition, puis elle se rend même pas compte qu'elle est en train de se faire pimper. Là. Non. Elle s'en rend pas compte encore. Parce qu'elle pense qu'elle vit son rêve, là, qui est de performer. Elle veut pas devenir une whore, là. Puis c'est ça. Après, il y a le rêve d'audition, puis c'est après qu'elle se change les cheveux pour devenir blonde, exactement comme Sadie, avec la même coupe de cheveux. Puis c'est là qu'elle se fait reconnaître aussi par le vieux dude qui se promène partout dans Soho. Là. Le creep? Yeah, le creep. Tu penses que c'est un creep, finalement c'est pas un creep. Non. Retournement de situation encore. Yeah, ben c'était quand même un bon retournement de situation. Ouais. Surtout que tout le film, il y a un build-up autour de ce personnage-là. Ça, tu penses que c'est le personnage de Matt Smith, mais non, c'est pas lui. Une bonne twist quand même. On voit le policier dans le rêve. Ben, ok, on pourrait aller au troisième rêve, ou est-ce que c'est là qu'elle se rend compte qu'elle s'est faite pimper? Oui, je pense qu'au troisième rêve. Je suis plus sûr, hein. C'est dur à dire. Yeah, parce que il y a le premier rêve, c'est la danse. Le deuxième rêve, c'est l'audition. Le troisième rêve, c'est la performance. Puis c'est là que... Et c'est là que le personnage de Matt Smith commence à l'introduire à des personnes, des clients potentiels. Oui, parce que tout de suite après le show, elle s'en va voir quelqu'un. Puis c'est là qu'elle s'en rend compte. Ouais. Puis elle veut rien savoir. Là. Puis c'est ça. Après, elle pense que Jack, c'est l'autre. Là. Ah, mais c'est le fun, ça. J'aime ce petit détournement-là pour brouiller les pistes pour l'audience. Ça fait aussi du sens parce que, tu sais, comme il y a un shot, quand à court de... Elle essaie de s'enfuir de plein de visions qu'elle a en temps réel. Mm-hmm. Puis elle voit le personnage de Matt Smith sur le vieux monsieur. Mais ça, c'est juste sa propre projection. Parce qu'elle pense que c'est lui. Fait que c'est comme son cerveau, il fait un lien entre le personnage de Matt Smith et le personnage. Parce que le film est vraiment de la perspective d'Ellie, c'est ça? Ben oui, le film est 100% sur sa perspective. Elle est là dans toutes les scènes. Fait que c'est sa réalité. C'est elle qui déforme tout ce qui est devant elle. Exact. Elle pense que c'est lui. Puis là, après, elle s'en va à la police. C'est quand même très drôle, ça là. Genre, ouais, celle-là, j'avoue que moi, si j'ai des visions, je vais pas voir la police. Non, parce qu'ils vont rire de toi. C'est sûr et certain. C'est comme... Déjà que quand tu leur dis quelque chose de vrai, ils vont pas t'aider. Non, c'est ça. C'est comme... Allô? À part la policière, je pense qui la policière était correcte, mais encore là, tu sais, elle a mis un peu la merde là, avec la fin. Là. Ouais. Elle aurait pu attendre avant d'aller. Je trouve ça un peu con comment, justement, le personnage qu'on croyait qui était le méchant se fait renverser par une voiture. Ben, c'est Foreshadow plutôt. Ah oui, ça c'est Foreshadow, je m'en rappelle. Oui, parce que quand elle essaie de s'enfuir, ben elle s'enfuit pas, mais elle essaie de marcher vite parce qu'elle part du bord. Puis lui, il commence à la suivre parce qu'elle vient juste de changer ses cheveux. Puis lui, il la reconnaît comme si ça serait Sadie. Tu sais, il reconnaît un peu Sadie. Fait qu'il est comme... Et elle se fait presque frapper. Exact, elle se fait presque frapper par un taxi. Ça reste quand même con. Même si c'est Foreshadow. C'est Foreshadow, mais oui, c'est un peu con. C'est un peu con, mais en même temps, il était quand même au milieu de la rue. Ouais, je sais, mais en même temps, je me dis, c'est comme le conducteur, qu'est-ce qu'il faisait? Exact, c'est la seule affaire que je trouve con. Il est au plein milieu de la rue depuis 30 secondes. C'est clair, tu l'as vu, il est pas juste jumpé là. C'est comme, bro. Qu'est-ce que t'as pensé de la twist que Sadie, c'est la vieille madame? J'ai pas aimé. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui aiment ça, mais je trouve que ce que j'aime dans ce genre de film-là, c'est l'ambiguïté. OK. Et ça brise totalement l'ambiguïté. Tout ce qui était créé. Je voulais quelque chose de plus ambitieux, plus...
Mais tu sais, en même temps, mystérieux. C'est pas vraiment ça la vraie twist. Parce que tu penses que tout le long du film, tu penses qu'elle est tentée par Sadie, mais en fait, non, je sais, c'est elle, la tueuse. Elle est tentée par tous les hommes qu'elle a tués. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais justement, peut-être qu'il fallait garder l'ambiguïté sur ça aussi. Peut-être. Mais. Je sais pas, c'est comme. Mais là, t'as pas le super stylized shot avec les escaliers. Ouais, je ça, vois ce que tu veux c'est dire. une belle petite séquence. T'sais, elle est un peu out of. Elle a un peu pas rapport dans l'esthétique du film, de la séquence full CGI avec l'escalier. Mais je trouve que c'est une séquence qui fonctionne très bien. Avec le mélange des lines avec la vieille dame, puis Anya Taylor-Joy. Je trouve que ça donne un bon mélange, puis c'est comme. Ça fait du chill parce que t'as comme des shots, ta voix en vieille madame, puis il y a des shots, ta voix en Anya Taylor-Joy, puis c'est quand même intéressant. Non, c'est ça, les transitions sont très intéressantes. Tout le long du film, je dirais que il y a ce rapport avec le changement d'apparence. Oui, c'est sûr, 100%. Ça revient à la force de Edgar Wright sur la réalisation. Mm-hmm. Parce que comme tu dis, selon toi, c'est son pire film, mais c'est pas un mauvais film. Non. Mais j'aime ces films. Je suis un réalisateur que j'apprécie énormément. Ces films sont excellents, c'est un de mes préférés. Pas un de mes préférés. Non, mais c'est pas grave. C'est un bon réalisateur. Kurosawa, c'est son préféré. Ouais, Kurosawa ou David Lynch. Alright, je pense qu'on peut parler de David Lynch. Je pense ça fait une bonne transition. Je pense qu'on a fait le tour là, pour Last Night in Soho. Moi, donne-moi une note. 7. Alright, Mulholland Drive de David Lynch. Bon, Mulholland Drive de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Orring. Je pense que je suis tombé en amour avec Naomi Watts pendant ce film-là. C'est sa meilleure performance. Ouais. Hands down pour moi, puis elle est incroyable, elle est tellement belle. Ah, ça n'a pas de sens. Ça a juste pas de sens, là. J'étais oh my god. Oh god. C'est comme elle avait l'air d'une fille de genre 2015, non, début d'année 2000. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Puis c'est drôle parce qu'elle a l'air d'être au début vingtaine, mais elle avait 33 ans. Quand même une scène. Mommy. Quand j'ai vu ça, j'étais comme damn, elle avait 33 ans pour ce film-là. J'étais sûr qu'elle était beaucoup plus jeune. Moi, j'étais sûr qu'elle était dans sa mi-vingtaine, honnêtement. Ben c'est ça. Maximum. Ben, c'est bizarre. Mais ça, c'était un très bon film. J'ai trouvé que c'était un bon film. Ah ouais? Il m'a surpris. T'es surpris? Il m'a surpris. La première moitié, j'étais c'est un peu long, c'est un peu slow. Mais un coup que ça a pick-up, là, puis j'étais oh, ok, ça commence à être bon, là. Ouais, ça commence à être bon. Puis c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un peu long au début, mais quand le film pick-up, il arrête pas, puis la fin était absolument insane. La fin était bizarre. Tellement bizarre. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, c'est dur pour ce film-là, c'est dur d'y aller d'en parler en ordre chronologique. Parce que l'ordre chronologique, la fin, c'est peut-être le début. Le film, il est pas en ordre chronologique du tout. Clairement pas. Mais il peut marcher dans n'importe quel sens que tu veux. Et c'est quelque chose avec David Lynch, c'est que dit lui-même à propos de ses films, c'est t'as pas besoin de le comprendre, t'as juste besoin de les ressentir. Yeah, un peu comme Christopher Nolan pis Tenet. You don't have to understand it, just feel it. But that's not good, so I don't care. I mean, je l'ai aimé, moi, ce film-là. C'est un film qui divise. Moi, j'ai pas personnellement aimé. Je trouve que les dialogues... Ben, les dialogues sont imbitables. Sont pas écoutables. Sont imbitables. C'est comme... Mais tu m'avais justement expliqué, c'est l'esthétique, c'est la vibe que le film procure, exact. que tu apprécies. T'as pas besoin des dialogues. Et je pense que ça... Ouais, c'est un peu... ça revient un peu à David Lynch, à Mulholland Drive aussi. Même si pour le coup, il y a une explication au film et Lynch lui-même a donné les clés pour comprendre le film. Oui. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué? Parce que je veux dire, c'est dur de revenir en ordre chronologique par rapport à ça. Y a-t-il une scène qui t'assomme, quoi, je dirais, le reveal était solide. Ouais. Le reveal, quand elle se réveille, c'est là que j'ai compris le film. J'étais oh my god! Parce que là, j'étais comme, attends, est-ce que le film en entier est un rêve? Puis je pense que ça l'est. Moi, je pense que c'est un rêve. Pour moi aussi. Mais c'est dur à savoir. On n'a pas de réponse définitive parce que j'ai vu que David Lynch l'a pas dit. L'a pas dit, mais selon moi, qu'est-ce qui se passe dans le film, c'est un rêve et elle rêve de qu'est-ce qu'elle aurait voulu que sa vie soit pour elle. Oui, exact. C'est une psychanalyse de son personnage. Oui, exact. J'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant comme twist. Parce que surtout que tu la vois morte, mais encore là, est-ce que tu penses qu'elle s'est suicidée ou non? C'est tellement... Selon moi, elle s'est suicidée parce que dans la vraie vie, elle a pas pu avoir une relation avec la fille. Elle ne pouvait pas obtenir la relation avec la fille à cause du directeur. Et c'est pour ça, j'aurais dû le réécouter cette semaine. Là, mais c'est vraiment, c'est un chagrin d'amour. Elle s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait plus obtenir l'amour de cette fille-là.
Puis parce qu'elle a... Mais justement, le tueur à gages, dans la réalité, elle l'engage pour tuer cette fille-là. Ben, c'est ça. C'est tellement wack. Et dans le rêve, le tueur à gages est totalement incompétent parce qu'elle souhaite, dans le fond, qu'il échoue. Ça, selon moi. C'est une psychanalyse. Ok. Tu comprends? Mais la scène où il échoue est absolument hilarante avant ça. Je trouve tellement drôle cette scène-là. Il arrête pas de shooter sur des gens random. Oui. Oui, ça c'était tellement drôle. Genre, il est en train de mettre la main sur le gun, ça tire dans le mur. T'entends la madame l'autre bord. Oh! Là, lui, il est comme, il s'en va la chercher, puis il entraîne pour la mettre devant la bullet. Juste pour que la bullet soit bien placée, puis il reshot. J'étais comme, what the fuck? T'as l'homme de ménage qui L'homme de ménage qui arrive. C'est comme... c'est tellement absurde, c'est tellement drôle. C'est très absurde. Oh, cette scène-là est hilarante. Mais aussi, le principe du film en soi, selon moi aussi, il y a cet aspect de... Tu sais, la scène où ils s'en vont à l'opéra, ils disent, il y a personne qui chante, mais tu l'entends chanter, il y a une émotion qui se crée avec les personnages, puis là, non, c'était que du feu. C'était pas vrai. Non. Puis il y a un rapport avec le cinéma. Lynch, je pense qu'il aime montrer que le pas vrai peut être aussi poignant que le vrai. Yeah, ça c'est sûr. Mais combien de fois t'as vu le cowboy? Je pense que je l'ai vu 3 fois. Ouais, parce que tu le vois dans une scène définitive, tu le vois quand elle se réveille, puis tu le vois dans le background aussi à un moment donné. Genre, À la table, yeah. tu le vois dans le background. Yes, j'étais comme, pourquoi il est là? Et selon moi, parce qu'il y a une critique d'Hollywood dans ce film-là. Oui. Oh, ouais, ben ce film-là, c'est une critique d'Hollywood. C'est une critique d'Hollywood et le cowboy représente les valeurs conservatives. Oui. C'est, si je me rappelle bien. Là. Et justement, en parlant du vieil Hollywood, la femme qui accueille justement Naomi au début du film dans son rêve, elle l'accueille. Cette femme-là, c'est Ann Miller. C'est une vieille actrice des années 50. Ah, that's cool. Mais elle réapparaît à la fin dans la réalité aussi. Ouais. C'est pour ça que selon moi, tout le début du film, c'est tout un rêve parce qu'il y a le Time to Wake Up Little Girl, c'est comme Pretty Girl qui dit Pretty Girl, Little Girl. Pretty Girl. Je pense qu'il dit Pretty Girl. Il me semble qu'il dit Time to Wake Up Pretty Girl. Puis j'étais comme, what? Holy shit. Puis aussi le téléphone. Mais je me rappelle plus vraiment de ça, par contre, c'est trop... La scène du suicide était quand même un peu drôle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle court, puis elle... Mais... Ben, c'est les vieux qui crient. Les vieux, la première scène avec les vieux où ils sont dans la voiture en train de rire, c'est tellement creepy. Ouais, mais c'est ça. C'est genre, what? Et je ne sais pas qu'est-ce qui symbolise dans le film, je m'en rappelle plus. Parce que ça fait un peu trop longtemps. Puis tu sais, en plus, le film commence avec une caméra qui s'en va sur un oreiller. Fait que ça signifie le personnage qui s'en va se coucher. Qui se tue. Ou qui s'en va se coucher. Ouais. Ça dépend comment tu le perçois. Mais peut-être qu'elle va se tuer, mais justement, elle s'endort et après ça, elle se tue, selon moi. Elle se tue dans son propre rêve. Aussi, ouais. Ça se peut, ouais. Puis tu sais, il y a aussi la line, c'est du cowboy. If you do good, you'll see me one more time. If you do bad, you'll see me 2 more time. Puis on le revoit 2 fois. Il y a beaucoup de contexte dans ce film-là, beaucoup de sous-entendus. Il y a beaucoup de parallèles aussi. Parce que moi, c'est mon premier film de David Lynch. Puis il me semble que tu me dis que c'était le plus accessible, je pense. Non, c'est pas le plus accessible. C'est un de ses meilleurs, mais c'est pas le plus accessible. Ok. Ça serait genre Dune, le plus accessible parce qu'il est moins. Non, lui, il est pas accessible parce qu'il est mauvais. Non, mais je parle. Je parle au niveau du tu sais, il n'y a pas de weird plot vraiment. Tu sais, c'est la majorité des films de Lynch ont des plots normaux. C'est juste dans la déstructuration de l'intrigue. Peut-être le film le moins accessible, c'est comment ça s'appelle? Empire quelque chose. Empire. Tu veux-tu aller voir? Ouais, va voir vite fait. Ok, Inland Empire, je l'ai trouvé. Ah, ok, son dernier film. Ouais, son film le moins accessible, c'est Inland Empire, selon moi. C'est son dernier film. C'est son dernier film. D'ailleurs, vu que t'aimes Nicolas Cage, tu devrais regarder Sailor et c'est Luna. vrai, il est dans un... Et Lula, pardon. Lequel? Wild at Heart. Ah, Wild at Heart. Ouais, pardon, j'ai lu le titre français. Ah, c'est ça. Mais tu l'as dit en anglais. Tu l'as lu Mon cerveau, il y a une déconnexion. Genre... Le gars, il dit le titre en français avec un accent anglais. What the fuck? Holy fuck. Non, Wild at Heart, c'est un bon film. Il y a justement Nicolas Cage. Nicolas Cage, c'est une légende. Je vais toujours le dire. Nicolas Cage égale légende. Mais en gros, David Lynch, je te dirais, c'est pas que ses scénarios sont compliqués à comprendre, c'est qu'il y a un aspect plus sensoriel, plus abstrait, plus surréaliste. Ben, très stylé aussi. Ouais. Sa mise en scène est incroyable aussi. J'ai vraiment bien aimé la mise en scène du film. Pour un film début 2000, là, c'était une très bonne mise en scène. C'est considéré comme un des meilleurs films des années 2000. Yeah? Ouais. Nice. Et selon moi, c'est
Peut-être, ça dépend de quel film de Lynch qu'on parle, mais c'est top 3, David Lynch, selon moi. Mais est-ce que tu as autre chose à dire sur le film? Qu'est-ce que tu penses de la dernière ligne du film? Silencio. Silencio. Est-ce que ça confirme parce que suicide, c'est le nom de l'opéra. Oui, mais c'est quand même la dernière ligne du film. Le film finit sur Silencio, puis ça finit là. Il faut logiquement, il y a une explication là-dessus. Moi, ça, là, c'est un de mes gripes que j'ai avec certains réalisateurs quand ils veulent pas expliquer leur film. Je comprends qu'ils aiment ça avoir l'aspect que n'importe qui peut avoir leur propre interprétation du film, mais j'aimerais ça savoir l'interprétation du film de la personne qui l'a fait. Même si, tu sais, ça veut pas dire qu'il fait une mauvaise job si je comprends pas son interprétation du film en écoutant le film. Mais si je l'ai pas compris, j'aimerais peut-être ça, checker des entrevues où est-ce qu'il pourrait peut-être expliquer un peu sa position. Mais quand il demande des questions, il dit « Allez vous faire foutre. » Chad. C'est un Chad, c'est comme... Je peux comprendre ça, mais en même temps, je peux dire que beaucoup de gens ont tendance à trop s'appuyer sur l'interprétation des réalisateurs, est un peu lazy. Oui, un peu paresseux. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est l'interprétation réelle du film. Ouais, d'une certaine façon, d'un certain point de vue. Tu sais, c'est la personne qui fait le film, c'est son interprétation du film qui importe le plus. C'est un aspect de Lynch que tu vas sûrement trouver ça un peu frustrant, mais il est comme ça dans tous ses films. C'est ça que j'ai vu aussi. Il veut pas expliquer ses affaires. Il nous a donné, pour Mulholland Drive, honnêtement, il a donné beaucoup de clés de compréhension aux spectateurs. Il a donné... je pense qu'il y avait comme genre 5 clés de compréhension à l'endos des DVD à l'époque pour comprendre le film un peu plus en soi. Mais ouais, je pense que c'est un des seuls films où il fait ça d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu donneras au film? Est-ce que tu as autre chose à dire? Pas vraiment, pour vrai. C'est un très bon film qui fait une très bonne job pour te mindfuck le cerveau au maximum. Puis ça, j'ai bien aimé ça. Ça me rappelait un peu t'as-tu vu le film de Denis Villeneuve, Ennemi? Ouais, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Non. Mais j'ai trouvé qu'il me faisait penser un peu à ça, de la façon qu'il y a la chronologie. Oui, c'est déstructuré. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'as pas aimé d'Ennemi? Non, parce que le filtre jaune pipi, ça m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment laid. Je comprends. T'as pas aimé le look? Non. Ça, je comprends, 100%. J'ai juste pas aimé le dernier shot du film, de ce film-là. C'était juste weird. L'affaire avec l'araignée géante, là. Oui, qui veut juste signifier la peur de l'intimité féminine. J'étais comme, pourquoi ça signifie ça? What the fuck? C'est comme... Parce que les araignées tuent les mâles. Ça se peut. Les araignées femelles tuent les mâles. Je trouve juste que comme imagerie, ça marche pas comme métaphore. D'accord. C'est tout. Je trouve que ça tombe à plat, quoi. Ouais, l'affaire avec les araignées, c'est vraiment... C'est quoi? Puis tu sais, le gars, en tout cas, on est pas mal rendu dans Free Talk, je pense, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave, c'est correct. C'est pas grave. On part d'une idée, c'est correct. On a déjà parlé de Mulholland Drive, fait qu'on est chill. Mais la scène de sexe était nice. La scène de sexe, ils sont très très belles ces deux filles-là. Très belles. Moi, je vais être sincère, la première fois que j'ai vu Mulholland Drive, j'avais 15 ans. J'étais très heureux. J'étais très heureux. C'est la première fois que t'es comme, j'aime-tu les gros seins ou les petits seins? Les deux. Je fais pas de discrimination ici. Both. Mais c'est ça, c'était un très bon film. Les performances sont excellentes. Je sais pas si j'ai vu d'autres films avec Naomi Watts, parce que ça me faisait pas genre rappeler quelqu'un. Mais sa performance à Naomi Watts c'est comme exceptionnelle. Je trouve qu'elle passe comme... Au début du film, justement, elle a cet aspect comme genre naïf, comme genre, c'est comme surjoué d'une certaine façon, et elle tombe petit à petit dans... Ouais. Parce que c'est justement ça te montre que c'est un rêve d'une certaine façon. Oui, puis tu vois aussi la différence entre sa version d'elle-même de fantaisie, qui est juste une version beaucoup plus belle d'elle. Mm-hmm. Parce que dans le temps présent, elle est pas maquillée, elle est juste misérable. Ouais, il y a un contraste visuel entre les deux, émotionnellement, à tous les niveaux, je dirais. Exact. Et il y a une scène du film que j'aime bien. C'est pas la scène la plus importante, là, mais ça montre aussi le faux et le vrai de David Lynch pour moi. Elle répète une scène avec justement la fille et elle la surjoue, la scène. Oui, surjoue la scène. Et après, tu as la vraie scène, il répète la vraie scène avec les vrais acteurs et la scène est tellement subtile et tellement émotionnelle. C'était vraiment une bonne scène, ça. C'est fou, hein? Un peu creepy comme scène, surtout dans le concept de... Parce que c'est une critique d'Hollywood. Ouais. Cette scène-là, selon moi, c'est la scène qui critique le plus Hollywood en tant que tel. Et non en tant que... Tu sais, t'arrives à Hollywood, tu vas prendre de la drogue, tu vas tomber dans la drogue, ces affaires-là. Il y a cet aspect-là un peu, parce que clairement, dans le temps présent, dans le temps réel, est une junkie. 100%. Elle a carrément les symptômes physiques d'une junkie.
surtout dans son visage. Mhm. Mais cette scène-là, dans son rêve, où est-ce qu'elle fait la scène parfaite, c'est un peu creepy. Parce que dans une vraie audition, il n'y aurait pas un kiss. Surtout pas depuis les années 2000. Et surtout, c'est une jeune actrice avec un acteur âgé. Ça aussi, puis tu sais, c'est une audition dans une pièce fermée. Tu sais, peut-être que t'as l'acteur principal, puis il y aurait peut-être 200 actrices qui viennent pour auditionner. Peut-être qu'il va avoir le kiss pour checker si c'est compatible, puis tout, il y a l'alchimie. Mais pas une audition fermée comme ça, je pense pas. C'est un peu creepy, puis c'est un peu weird, tu comprends? Mhm. Avec tous les vieux alentours qui le regardent, là, c'est comme, that's kind of weird. Mais c'était une très bonne scène. L'acting était bon, là. Les deux étaient très bons. Même le vieux. Mais Chris. c'est ça, j'aime beaucoup le contraste entre les deux scènes. Ça vrai. dit quelque C'est vrai. chose. C'est Ouais. vrai. Ben, tu sais, justement, elle se pratique. Ouais, elle se pratique. Mais ce que j'aime dans la scène où elle se pratique, justement, on croit au début qu'elle se dispute avec la fille. Oui, c'est. Puis là, après, tu Non. vois qu'elle a son script dans les mains. Là, Ouais. c'est comme, ok, non, elle est en train de faire une scène. Ok. Ouais, c'est vrai, la scène à casse, t'es wow. Pourquoi ils se chicanent là? What the fuck? Mais j'ai aimé comment tous les éléments de sa fantaisie, c'est tous des éléments de sa réalité, mais qui sont comme changés un petit peu. Mhm. Tu sais, comme sa tante qui est au Canada, c'est dans la réalité aussi. C'est juste pas pour la même raison. C'est des affaires de même. Bien intéressant. Et on n'a même pas parlé de la scène dans le café où tu as deux policiers, je pense, qui discutent et l'autre, il parle d'un rêve qu'il a eu. Ben, c'est ça, c'est la scène d'ouverture. C'est-tu la scène d'ouverture? Oui, c'est la scène d'ouverture. Il discute, il dit oui, je vois une femme qui vient dans ce coin-là. Je m'en rappelle plus. Et après ça, t'as la scène où la femme, elle apparaît. Mais ça, Il le fait- gars, il a rêvé à il y la a fin. une crise de panique, le gars, Yeah. totalement. C'est. Cette Yeah, scène-là. puis à la m'a- fin, elle va au même café, puis le gars, il est en train de payer, puis tout. Puis Ouais. c'est vraiment bizarre comme film. C'est un film qui prend plusieurs viewings, je pense, pour Pour tout absorber. exact, pour tout take in le film au complet, là. Ben bon. Ouais, je suis content que tu as aimé. Non, j'ai trouvé ça, c'était un bon film. Peut-être que plus fucké que ça, je serais peut-être moins down, là, pour du David Lynch, là. Inland Empire, je pense qu'il est plus fucké, mais le reste de ses films sont comme genre moins fuckés que le Mulholland Drive, je te dirais. Toilette en haut. On va prendre une petite pause, là. On va attendre qu'il finisse. Alright. On est de retour d'une petite pause. Où est-ce qu'on a choisi nos films? T'as-tu remarqué que j'ai commencé à parler au même moment que ça l'a arrêté? Le bruit C'est en bien haut, choisi, c'est quand Antoine. même une scène. C'est quand même une scène. Qu'est-ce que tu me recommandes là, cette semaine? Je vais te recommander The Elephant Man de David Lynch. Un autre David Lynch? Oui, avec Ah, barnouche. Anthony Hopkins, John Ouh, Hurt. Damn, Anthony Hopkins. Et John Hurt. C'est Il basé joue- sur une histoire vraie, Anthony d'ailleurs. Hopkins, il joue dans le excellent Rebel Moon, partie 1 et 2. Je pense pas. Excellent, peut-être pas, mais Tu l'as pas vu, tu peux pas savoir. il joue définitivement dans le film. Tu l'as pas vu, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. C'est pas Zack grave, je Snyder, m'en c'est un fous, dieu. je m'en fous. C'est le dieu. C'est le dieu. Ok, on va se pogner. Oui, on va se pogner. Parce que. Quand bon. je vais te forcer à écouter 6 heures de Rebel Moon de Extended Cut. Ah, il veut me faire souffrir encore plus. Oh, Chris, oui. Mais si tu veux, on peut les séparer en 2 épisodes. Ça me dérangera pas. Là. Non, on va faire ça en un épisode, je vais m'en débarrasser. Peut-être que tu vas aimer ça. Ouais. Tu le sais pas. Tu Il y peux aura genre rêver, 2 Antoine. heures de slow motion sur 6. Tu peux rêver d'Antoine. Alright. Moi, j'ai. Ok, vas-y. Ben, qu'est-ce que t'allais dire? Je voulais juste parler du film, là, mais bon. Ah, du film de Elephant Man? Vas-y. The Elephant Man, justement, c'est basé sur une histoire réelle. Personne qui est affectée par une difformité physique. Et c'est vrai, c'est une vraie histoire. Tu Oh, peux voir damn. des photos de lui. C'est Joseph Merrick, son vrai nom. Et c'est basé sur une histoire vraie. Du coup, c'est moins surréaliste. C'est beaucoup plus terre à terre comme film. De Lynch. Et je veux justement te montrer la versatilité Ok, du c'est catalogue comme de tu- Lynch. Tu me montres un film qui est très stylé, puis là, après, t'es comme, haha. Puis c'est en noir voilà. et blanc. Oh, ça, Il j'aime est sorti ça. avant Dune. C'est son deuxième film. Ok, ça, j'aime Pour ça. beaucoup considéré comme un de ses meilleurs, comme top 3. Pour vrai, j'aime les films en noir et blanc qui sont tournés à l'époque couleur. Tellement beau. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre avec les films en noir et blanc où est-ce que la cinématographie noir et blanc est devenue bien meilleure avec la couleur. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Parce que c'est le contraste qui est meilleur. En tout cas, c'est avec la technologie des caméras surtout, là. Fait que Anthony Hopkins en noir et blanc. Damn, c'est quand même... Ça va être sick, ça. Et je sais que t'allais être pour, surtout pour Anthony Hopkins. Et John Hurt, surtout, qui fait une très belle performance dans ce film-là. Mais oui, c'est le film que je te recommande pour la semaine prochaine. Parfait, ça. Un autre David Lynch. Why Ouais. not? Alright. Moi, j'ai un film de Alex Garland
On va parler d'un film de lui dans quelques minutes. Là, on va parler de Civil War. Mais je veux que tu vois Annihilation, qui est sorti en 2018. C'est avec Natalie Portman puis Oscar Isaac. Il y a aussi Tessa Thompson qui joue dans Thor. C'est un biologiste qui s'inscrit pour une expédition secrète et dangereuse dans une zone mystérieuse où les lois naturelles ne s'appliquent pas. C'est vraiment intéressant comme film. Pour vrai, là, tu vas voir, ça l'avait vraiment beaucoup divisé le public, surtout quand il y a eu les test screenings. Est-ce qu'il y a Natalie Portman? Yeah, Natalie Portman. Ouais, c'est ça. OK. Yeah, Natalie Portman, Oscar Isaac, qui joue dans Star Wars. Il joue Poe. Il joue aussi dans... C'est la deuxième fois qu'Alex Garland travaille avec Oscar Isaac. Tu l'as vu dans Ex Machina aussi. D'accord, ouais. OK. Comment t'avais trouvé Ex Machina? Ah, j'ai bien aimé. Ça, c'est un bon film. C'est un très bon film. Je pense que c'est le meilleur film sur AI. Je pense que c'est le meilleur film d'Alex Garland. Et tu me conseilles un autre film d'Alex Garland, c'est tant mieux. Ouais, ben c'est ça. Là, parce que t'as quand même choisi Civil War, hein? Tu l'as quand même un peu imposé parce que j'ai manqué une semaine. Ouais, mais ça, c'est parce que je voulais parler de Civil War parce qu'en même temps, quand j'ai vu Civil War, j'étais comme, damn, ça serait un épisode parfait pour un podcast. Parce que c'est un film chargé, j'ai trouvé Civil War. Oui, c'est un film chargé. Même s'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas vraiment de politique dans le film, mais le film est juste extrêmement chargé par beaucoup de politique. Parce que c'est tout en sous-entendu. Dans le fond, c'est une peinture plein de fragments que tu peux connecter dans ta tête. Exact. Fait que c'est ça. Annihilation. Là, on va parler de Civil War avec Captain America puis Iron Man. de qu'est-ce qu'il parle, lui? Ah, mon Dieu. Antoine est tellement drôle. Oula. Tous les podcasts ont fait cette blague-là. Absolument toutes. Antoine, c'est un grand fan de Marvel en pensant. Fuck that. Fuck non, man. Je préférais DC de Snyder déjà là. Fait que ça en dit beaucoup sur moi. Là. C'est sûr que j'aime pas Marvel. Voyons donc. Moi, j'aime mes films quand ils sont un peu sérieux, pas quand ils se niaisent eux-mêmes. Puis moi, j'aime pas les films de super-héros. Je sais, je suis un hater. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, Nick, c'est un hater de films de super-héros. Puis pas mal bien du mainstream. Je suis très, très gentil. Très généreux. Ouais. OK, là, on va parler de Civil War avec Kristen Dutz, Wagner Moura, Kelly Spiney. Puis il y a Nick Offerman qui joue le président aussi. Wow, c'est moi. C'est nice. Ben, t'es Nick, mais t'es pas Nick Offerman. Tu connais pas mon nom de famille. Moi, je le connais. Les gens qui nous écoutent le connaissent pas. Mais ils savent que ça commence par S, puis Offerman commence par un O. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Antoine. Arrête de mentir. Fait qu'aujourd'hui, j'ai Nick Offerman avec moi. Il va parler de son rôle dans Civil War. On m'a tué! On m'a tué! Pourquoi? Parce que je suis incompétent, autoritaire? Merci Trump. Fait que, fun fact, ce film-là n'a pas été écrit après le truc du Capitole. Ouais, je sais. Si tu pensais que... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que ce film-là a été écrit après le truc du Capitole, mais ça a été écrit en 2020. Fait que qu'est-ce que t'as pensé du film? Bon film. Moi, j'ai trouvé que c'est un excellent film. Pas excellent. Je l'ai réécouté pour une deuxième fois là, cette semaine. Puis je te dirais que la deuxième écoute a été meilleure que la première. Ouais. Ouais. J'ai pu voir beaucoup plus de détails qui sont comme pas nécessairement visibles au premier visionnement. Un visionnage, ok. Fait que dans ce film-là, on a Jessie, qui est une jeune photojournaliste, qui rencontre Lee, qui est une vétéran journaliste, photojournaliste, si vous voulez. Puis le film commence avec un suicide bomb. Ça, j'ai trouvé ça tellement brillant. Là. Surtout que genre, le suicide bomber court avec un drapeau, puis tout de suite, le personnage de Lee, elle sait tout de suite qu'est-ce qui se passe. Là, comme, oh fuck. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contexte où tu peux relier le contexte petit à petit en regardant le film, mais on t'informe vraiment petit à petit, parce que tu sais pas qu'une guerre civile au début du film, à travers toute l'Amérique, c'est quand même... on t'informe au compte-gouttes dans le film. Oui, puis ça, c'est brillant. Puis c'est pas un film qui est comme, c'est un film de guerre, puis on va tout expliquer pourquoi il y a une guerre. Non. Parce que les gens qui sont pognés dans la guerre, ils savent pas nécessairement pourquoi. Je parle surtout des civils, je parle pas des journalistes. Les journalistes, ils savent pourquoi. Ouais, ils savent pourquoi. Mais le civil, c'est... Mais justement, il y a une scène où il y a deux snipers qui essaient de tuer quelqu'un. Ils savent pas de quel... Ben, c'est là que c'est ça que... C'est vraiment une scène... est vraiment importante au film. Puis il y a beaucoup de personnes qui l'ont comme pas enregistré en écoutant le film. Ouais. Parce qu'ils sont comme, mais pourquoi il se passe ça? C'est pas important. T'as quelqu'un qui te shot, on va essayer de les shot aussi. J'ai trouvé c'est l'une des meilleures scènes. C'est pas la meilleure scène parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jesse Plemons qui est dans le film. Tabarnak! Je pense qu'on peut en parler pendant 1 heure de cette scène-là. Là. C'est une scène de 6 minutes. C'est la meilleure scène du film. Au cinéma, j'avais
les mains qui me rentraient dans le banc. Genre, je serrais mon banc, genre, tellement j'étais genre Chris après son personnage. Parce qu'en plus, l'affaire que j'ai remarqué dans mon deuxième visionnement, il n'y a pas une personne blanche dans le truck avec les cadavres. C'est juste des personnes de couleur. C'est des étrangers, des immigrés. C'est juste ça. Ah, man, cette scène-là je est pense insane. que c'est la scène la plus audacieuse, la mieux écrite, la mieux jouée du film. Oui, ben oui. La tension est extraordinaire dans cette scène-là. C'est pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est une bonne chose et une mauvaise chose pour le film en lui-même. Puis Jesse Plemons, c'est un rôle non crédité. Mais ça, c'est parce que dans le fond, Jesse Plemons n'avait pas été casté pour le film. Ça, c'est un fun fact. C'est à la suggestion de Dust, qui est marié à Jesse Plemons. Je sais pas si tu le savais. Oui, je sais. OK. Puis, dans le fond, l'acteur original qui jouait le personnage, il est devenu indisponible genre quelques jours avant le tournage. Juste avant de tourner la scène. Puis Jesse Plemons, il était disponible. Puis il est juste arrivé, puis il a tourné la scène. Je sens ça, c'est la meilleure performance du film qu'il a faite. Oui, c'est incroyable comment je l'ai détesté dans cette scène-là. La façon qu'il tient son gun avec aucun care in the world, puis genre, fait juste wave son gun partout comme si c'était rien. Puis il shot sans hésiter. Genre, c'est comme si une banalité dans la conversation 100%. qui tue quelqu'un. C'est tellement frustrant de le voir, t'as le goût de le tuer. Oui, puis 100%. Oui, puis je me dis, s'il y a une guerre civile aux États-Unis, 100% il va y avoir des knock jobs comme ça qui vont faire ça, qui vont juste. Ouais, Alright, ils vont faire alright, je peux aller tuer du monde. Ouais. Yes, sir. Exactement comme aux États-Unis, pendant genre une émeute, pendant un riot. Où est-ce qu'il y a un dude qui est allé shot du monde? Juste pour se défouler, dans le fond. Yeah, juste parce qu'il y avait comme. Ben, tu sais, des shootings aux États-Unis, c'est pas rare, là. Non, c'est assez fréquent. Il y en a tous les jours. Pour moi, il a dit la meilleure ligne du film. What kind of American are you? What kind of American? Ça, wow. Puis il y a un petit foreshadowing 2 minutes avant aussi, parce qu'il dit on est des journalistes, puis il dit what kind. Ceux qui vont dire la vérité ou ceux qui vont faire la propagande. Exactement. C'est le sujet du film. Parce que c'est une glorification de la job de journaliste. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a du monde qui ont dit à Alex Garland de pas faire ça parce que tout le monde haït les journalistes. Ce qui est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui haït les journalistes. Je vais être sincère, il y a quand même, pour moi, il y a une certaine glorification qui est maladroite, puis il y en a une qui est correcte. Je dirais comme genre démontrer montrer la vérité, qu'est-ce qui se passe réellement. Oui. Mais en même temps, il y a une sorte de voyeurisme dans le journaliste que je trouve qui c'est mérite d'être critiqué puis qui n'est pas vraiment critiqué dans le film. Moi, j'ai trouvé que oui. Parce que moi, je trouve qu'il y a la glorification du journalisme, mais il y a aussi la critique du journalisme. La glorification, c'est le personnage de Lee. C'est la vétérante, c'est la hardened journaliste. Elle a été en zone de guerre. Elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience, mais elle fait pas ça pour le thrill. Tandis que le writer, l'autre, on peut l'appeler Pedro Pascal de Wish. Wagner Moura. Yeah, Pedro Pascal de Wish. Il ressemble quand même un peu à Pedro Pascal. Mais il est moins beau que Pedro Pascal. Yeah. C'est lui qui joue... Je pense que c'est lui qui joue... dans Narcos, il joue Pablo. Ça se peut, je pas... Je pense. Je connais pas Narcos. Ça va. Je vais aller voir l'information, puis si j'ai pas raison, ça va être délité. Attends, on va aller voir tout de suite. Yeah, il a joué Pablo Escobar dans Narcos. C'est ce qui est quand même un gros rôle. Pour revenir au début, on suit 4 personnages, journalistes. Deux photographes, 2 journalistes. 2 photographes, 2 journalistes. Yeah. Et justement, c'est très simple au final, parce que c'est juste on s'en va à Washington. C'est un road trip. Ouais, c'est un road trip pour interviewer le président des États-Unis, ou plutôt pour avoir une citation du président des États-Unis. Ouais. Ouais. Donc, c'est assez simple dans sa structure, mais c'est les fragments, les petites digressions dans l'histoire qui vont venir alimenter le tableau que Alex Garland veut peindre. Oui, puis même lui, il l'a dit, c'est quasiment comme une collection de short films. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup dans les road trip movies. C'est tu peux avoir beaucoup de personnages que tu n'as pas besoin de les revoir. Tu as juste une petite scène avec eux, puis tu continues ton chemin, dont la scène avec Jesse Plemons, qui est juste absolument insane. Fait qu'au début du film, il y a le bombing, puis après ça, il y a le personnage de Jesse qui s'infiltre dans le road trip. C'est absolument incroyable. J'aurais aimé ça, voir cette scène-là, pour vrai. Où est-ce qu'elle fait juste s'asseoir avec eux, elle jase avec eux, puis elle a réussi à s'infiltrer, à y aller avec eux. Mais je comprends pourquoi c'est pas une scène dans le film. Ouais. Parce que ça deviendrait redondant un peu. Parce que c'est pour ça que je voulais revenir. Lee a fait... C'est la glorification de la job. Mais Jesse puis l'autre personnage, ça, c'est la critique
des journalistes. C'est ceux qui sont là pour le thrill. Si j'aurais quand même une petite critique à faire parce que je pense pas que le film est excellent personnellement, il y a une espèce de récit initiatique avec la jeune photographe et la vieille photographe, et à la fin j'aime pas vraiment l'amour là, de la vieille photographe. Je trouve ça convenu. Je trouve que ça tombe totalement à plat. Je comprends. Et c'est juste cette espèce de récit initiatique, comme je passe la torche à l'autre génération, j'ai trouvé ça tellement lourd. Okay. Personnellement, j'ai pas du tout aimé ça. Et la musique, à certains instants, j'étais comme ça m'a sorti du film. Moi, j'ai trouvé que c'était une utilisation brillante de la musique. Parfois. Mais il y a juste certaines... Moi, j'ai trouvé que c'était un film très lourd. Puis c'est important d'avoir des petits moments juste un petit peu plus légers. Que ça soit avant le moment lourd ou après. Pour moi, ça a bien marché. Je sais, mais pour moi, le ton fonctionne pas. Pour moi, ça brise... C'est correct, on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Ça brise mon immersion à certains instants. J'étais comme là, OK... Ah, ok, je comprends. Moi, j'ai trouvé que c'était... Parce que moi, bien. Si tu veux être lourd, sois lourd jusqu'au bout. Ça me dérange pas. Faites-moi la gueule, j'en ai rien à foutre. Mais viens pas me... Moi, j'aime ça quand il y a des petits moments légers qui sont comme... Alright. Ça t'aide à respirer, je suppose. Je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que... Peut-être pour moi, c'est juste au niveau de l'exécution. Ok, je comprends. Cette petite scène-là. Je comprends ça. Et un aspect que j'aime beaucoup, c'est certaines scènes font très post-apo, Last of Us... The Walking Dead. Il y a eu juste certaines scènes qui m'ont rappelé ça. Juste dans l'ambiance et dans la présentation visuelle. Ok. Ouais, un peu, c'est vrai. Genre tout un petit peu délabré, ces affaires-là. Mais ouais. Puis là, on arrive après à la scène du dépanneur. Avec les deux gars qui sont pendus. Ok, ouais. Ben, qui sont accrochés. Suspendus plutôt. Ils sont suspendus par les mains. Par les bras, pardon. Yeah. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? C'était... Parce que c'est ça l'affaire, c'est comme... Chaque scène t'informe comme genre le point de vue moral d'un certain groupe de personnes ou le point de vue politique d'un certain... Exact. C'est certains groupes de personnes, ouais. Puis c'est là que je trouve que c'est lourd comme film. Parce que c'est une situation totalement irréaliste. Le film, ça n'existera jamais. Texas puis la Californie qui s'allient ensemble. What the fuck? C'est impossible. C'est le truc le plus surréaliste que dans le film. C'est absolument impossible. C'est le truc le plus surréaliste. Mais Alex Garland, il a fait exprès pour ça. Parce que je me rappelle plus exactement comment il l'a dit, mais c'est comme ça l'enlève la politique du film. Si t'aurais fait un film sur ça, puis ça aurait été rouge contre bleu, là, t'es comme, OK, Alex Garland, il prend un side. Mais en ayant un conflit comme ça, le film ne prend aucun side. Il détruit toute idéologie. Dans un certain point de vue, il détruit toutes les idéologies qu'on pourrait recevoir du bleu versus rouge. Ouais, du bleu versus rouge. Oui, exact. Puis tu sais, en plus, Californie, qui est un état bleu, Texas, qui est un état rouge. C'est très intéressant. Après, il y a certaines critiques qui disent que c'est quelque chose qui les sort du film, et ça, je peux comprendre. Personnellement, moi, je comprends. Je peux... Ben ça les sort du film parce qu'il n'y a pas de lore dans le film. Ouais. Si il y avait un 30 minutes de plus, ce qui pourrait avoir un 30 minutes de plus, le film est assez court à 1h50. Fait que tu rajoutes une demi-heure de plus, t'es à 2h20, ce qui est une durée moyenne d'un film. Mais tu rajoutes une demi-heure de plus pour expliquer toute la guerre, ces gens-là sont pas fâchés. Parce que t'expliques tout le contexte. Je comprends. Mais c'est ça le point de vue. J'aime l'ambiguïté dans le contexte. Oui. J'aime qu'il reste dans un certain flou dans le film. Oui, puis c'est un flou, puis là, t'as le personnage de Sonny qui reveal qu'il y a un troisième terme, il a disassemble le FBI, il shoot du monde avec des drones en sol américain. C'est comme, holy fuck! Genre, ce gouvernement-là, il est whack, là. Mais je trouve ça quand même drôle, la Californie et le Texas qui s'allient pour tuer le président. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Puis là, il y a les forces de la Floride aussi qui ont leur side aussi. C'est bizarre un peu, là, comme guerre. C'est comme une réalité déformée. Yeah. C'est quelque chose. Fait que c'est ça, il y a la scène au dépanneur que moi j'ai trouvé vraiment bonne. Que c'est la première scène du film que j'ai trouvé que le jeu d'acteur était vraiment solide. Surtout pour la jeune. Pour la jeune, justement, c'est son premier traumatisme. Exact, c'est son premier traumatisme, puis j'aime comment que ça l'a fait en sorte, tu sais, ça définit son personnage pour le reste du film, parce qu'elle se dit ça va pas réarriver. Puis à chaque fois, elle est confrontée à la réalité. Puis Lee, qui est juste complètement froide avec ça, puis qui est juste, je peux-tu te prendre en photo? J'ai trouvé ça tellement cold de sa part, tu sais, t'as l'autre à côté qui comme est sur le bord de pleurer, puis Lee est comme, mets-toi là, je vais te prendre en photo. Elle s'en crisse, mais parce qu'elle sait que c'est ça la job. Pose pas de questions, prends la photo, les gens à la maison vont se poser les questions. T'es pas là pour te poser les questions. T'es là pour
prendre des photos. Après ça, je pense que c'est la scène avec la ville. La ville safe. Je pense que c'est ça après. Moi, dans mes notes, j'ai marqué Copium la ville. Oh, wow. Copium la ville. Wow. Ça, c'est une ville qui cope. Pas pire. Mais j'ai adoré le reveal avec cette ville-là. Parce que tu penses tout est chill. C'est comme, non, regarde sur le toit, là. Mais le shot, où est-ce qu'elle regarde le toit, pis, parce que, je sais pas, moi, c'est ça que j'ai remarqué à mon deuxième visionnement. Le shot finit exactement où est-ce que le toit finit. D'accord. Aussitôt que tu commences à monter, tu commences à voir des pieds. J'ai trouvé tellement que c'est un beau shot dans mon deuxième visionnement que j'ai pas remarqué. J'avoue, c'est intelligent juste pour dire à quel point les gens sont vraiment... Ils ignorent vraiment qu'est-ce qui est en haut d'eux. Je pense pas que les gens ignorent le monde, les snipers. Je pense pas qu'ils ignorent parce que d'après moi, ils sont là pour comme... Ils ont pris le contrôle de la ville comme si c'était des dictateurs, je pense. Je pense que c'est un groupe comme de criminels qui ont pris la ville qui sont comme, on va vous protéger, faites-nous pas chier. Tu comprends? Puis... Tu sais, si mettons, quand ils sont arrivés avec le char marqué press dessus, s'ils seraient sortis du truck avec des guns, les gars, c'est toi, ils les auraient shot direct. Mm-hmm. Directement. Puis il y aurait eu du conflit dans cette ville-là. Mais ils sont sortis, ils sont pas armés. Fait qu'ils sont comme, on va les laisser passer, ils sont pas armés. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Il y avait une scène aussi... Après ça, c'est la scène avec Jesse, je pense. C'est le bout de Jesse Plemons. OK. Moi, je parle toujours de Copium la ville. OK, t'es encore à Copium la ville, OK. OK, on est encore dans Copium la ville. Je pensais qu'on se suivait, là. Parce que c'est comme une seule scène, là. Ouais, non, mais il y a aussi la scène où elle met une robe. Oui, c'est vrai. Ça, c'était une bonne scène. Ah ouais, tu trouves que c'est une bonne scène? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne scène parce que ça l'humanise le personnage de Lee d'une façon que tu t'en attends pas parce qu'elle a été vraiment froide plus tôt dans le film. Puis j'aime le bout où est-ce qu'elle est comme... J'essaie de trouver le bon moment, puis elle est comme... Bah, tu vas le manquer, puis là, elle fait juste un petit sourire, puis elle est comme... Putain, toi, je t'ai eu. Elle est comme, non! Ouais, je peux là, comprendre. T'as le Pedro Pascal de Wish qui est comme... Prends-moi en photo. Puis elle est comme... Ah, tu sais quoi, j'ai pas beaucoup de films. Ça, c'est comme... OK, c'est un peu chiant, ça. On voit qu'est-ce que t'es en train de faire. C'est un peu chiant. Est-ce que pour tu penses qu'il y a ego. comme genre... des sentiments amoureux? Envers Jessie? Ouais, et la jeune. Moi, je pense que oui. Moi aussi. Moi, je pense que oui. Je Parce pense qu'il a vu de quoi de similaire en elle que lui. Puis ça, c'est le thrill du moment qu'on voit à la fin pendant la séquence à Washington, dans les rues de Washington quand ça commence à bombarder puis ils sourient les deux ensemble. Ouais, je sais pas si je suis 100% pour d'humaniser le personnage de Lee. Le personnage de Lee, ouais. Ben, même, je sais pas, je pense que oui, parce que ça joue sur son PTSD à la fin. Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Parce que tout le long de sa carrière, elle a été dans des zones de guerre pour renvoyer les photos aux États-Unis, pour éduquer le peuple américain de, tu sais, la guerre, c'est pas bon. Tu sais, c'est ugly, c'est dégueulasse. Mais là, ils sont en guerre aux États-Unis. Le monde n'a pas compris qu'il faut pas faire de la guerre. Comme toute la job qu'elle a faite dans le passé vaut plus rien parce que là, ils sont en guerre aux États-Unis. L'emphase est encore plus là après la mort de Sonny quand elle délite la photo. Parce que ce moment-là, c'est le moment que elle a brisé à l'intérieur. Le côté cold n'est plus là parce que c'est devenu réel pour elle d'une shot. Juste avec la mort de Sonny. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis en arrivant à Washington, elle est plus là mentalement. Juste plus là. Elle pleure sur un mur. Ouais, non, elle a une crise de panique. C'est ça, tu sais. Pendant que le personnage de Jessie, elle est dans le thrill, puis elle est genre, moi, je vais pas manquer la shot. Je sais pas, peut-être parce que dans ma tête, c'est toute cette construction-là, justement, de la rendre empathique pour qu'elle se sacrifie pour la fille. J'aime pas ça en soi. Je comprends. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. Il y a une partie de moi qui aurait quasiment préféré que c'est la petite qui meurt. Ah, mais elle était cute. C'est correct, Antoine, là? I'm a simp. I was like, she's cute. I don't want her to die. Ça serait, je sais pas, ça serait plus violent. Moi, au contraire, parce que selon moi... Il y a pas de torche qui est passée au final. Dans la scène avec le crash d'hélicoptère, où est-ce qu'il parle, Lee puis Jesse, puis Jesse lui demande si elle se fait shot ou whatever, si Lee va prendre la photo. La réponse de Lee, c'est juste « What do you think? » Puis là, on pense que c'est oui. Mais je pense pas que c'était oui. Moi, je pense pas que c'était oui. C'est oui pour le personnage de Jesse parce que le but, c'est juste d'avoir le moment. Puis c'est encore plus réaffirmé quand elle prend la photo, quand que le personnage de Lee décède. Puis le personnage de Lee la sauve au lieu de juste sortir sa caméra puis la prendre en photo. Mais... Ouais, je sais, mais je trouve ça...
Je sais pas, je trouve ça juste convenu. Je trouve ça cliché. Parce que selon moi, c'est ça. C'est juste la vétérante qui se sacrifie pour la jeune pour passer la torche au final. C'est tout ce que je vois dans cette construction-là. Je comprends. Scénaristique. Je comprends. Et je trouve ça juste... J'ai vu ça 150 000 fois, puis c'était pas super bien fait. Personnellement, j'ai pas trouvé ça poignant. Je peux respecter ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait parce qu'au final, il y a juste une personne qui va avoir la photo. Puis dans une histoire comme ça, veux pas, ça serait la personne à qui le bâton il se fait passer, comme tu dis. Moi, selon moi, je pense pas que c'est un passage de torche parce qu'elles sont très différentes les deux. Ouais, elles sont différentes, mais c'est... je sais pas, pour moi, c'est quand même un passage de torche. Ouais, c'est sûr. Là, on va parler un peu de la séquence de Washington. Ça, c'est insane. Comment t'as trouvé le sound design? Sound design, c'était insane. J'ai jamais... Les coups de feu, là, oh my God, ça pogne, là. Mais la séquence de Washington, là, surtout dans les rues, insane. Genre, je dis beaucoup insane. Incroyable. Oui, tu dis beaucoup incroyable, insane. Incroyable. D'ailleurs, dans la description que j'ai faite de l'autre épisode, j'ai dit le mot incroyable parce qu'Antoine le dit énormément dans l'épisode précédent. Je vois pas de quoi tu parles. Au moins une vingtaine de fois. Hein. Ouais, c'est pas grave, ça. J'ai pas de lexique, mais c'est pas grave. Mais... Ah, fuck, j'ai perdu le fil. Mais je peux te parler, moi, de cette scène-là, justement. Parce que je trouve que c'est une scène qui est la scène de Washington. Ouais, la scène de Washington. C'est une scène qui est très bien filmée et qui est efficace en soi, mais dans le contexte du film, je trouve ça... Je trouve que ça marche pas vraiment dans le contexte du film. Je trouve que c'est une scène d'action. En quoi ça marche pas? Parce que c'est une scène d'action. C'est trop d'action pour ce que le film veut représenter. C'est même pas présenté avec de l'action. Parce que c'est tout en background. Oui, mais ça reste quand même une scène d'action. Parce qu'on suit les journalistes, on suit pas quelqu'un qui a un gun puis qui shoot les autres. Ouais, je sais. Pour moi, c'est pas... On suit l'action, mais c'est pas de l'action. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que c'est de l'action quand même. C'est parce que c'est de l'action, mais c'est on a vu toutes ces scènes-là déjà. On les a vues photographier des gens qui sont en train de se battre. Pour moi, c'est juste redondant à un point. Moi, je trouve pas parce que ça montre qu'il y a encore du monde qui se bat pour le président. Non, ça, je comprends. Tu peux montrer ça, mais c'est comme... Ça prend quoi, une dizaine de minutes pour rentrer à l'intérieur. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est cool comme scène. Je trouve ça cool, mais d'un certain point de vue, je trouve que ça... Ben, il fallait marketer le film à quelque part. Là. Ouais, il fallait marketer le film, mais c'est justement... c'est une digression, j'ai l'impression, dans le propos du film en soi. OK. Et c'est tout. Je trouve pas ça que c'est mauvais. Je trouve que c'est correct, mais c'est juste... Pour moi, personnellement, je trouve dans le propos, dans le thème du film, c'est juste un petit moment qui est faible. Mais en même temps, où est-ce que tu as Où est-ce que tu as la crise de panique si tu n'as pas la zone de guerre? Antoine, ça aurait pu durer 5 minutes au lieu d'une quinzaine de minutes. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'était trop cool pour que ce genre c'est ça short. C'est correct. Genre le shot où est-ce que le tank qui arrive. C'est correct, c'est juste que dans un film qui est aussi lourd, pour moi, c'est comme genre... Ça me sort un peu. Ok, je comprends. Après ça, le président, il essaye une ruse. Il envoie la limousine avec ses employés dedans. J'aime la femme qui sort « Don't you! » Clairement, ils vont te shot. Mais ça, après, la petite ruse du président fonctionne pas. Puis c'est là que le personnage de Lee s'est un peu ressaisi, selon moi. Assez un peu ressaisi dans le moment, avant de reperdre un peu le... Non, assez ressaisi tout court. Assez ressaisi tout court, là. Je fais un choix. Assez ressaisi. Let's go. Mais j'ai aimé que t'as quelques soldats qui ont suivi, genre. Quand ils rentrent dans la pièce, ils sont genre « Get the fuck out of our way! » Puis eux autres sont juste « Tu sais quoi? On va se mettre dans votre way. » Parce que ça, c'est la scène à l'intérieur du Capitole, j'ai adoré. Ça, selon moi, c'est la meilleure séquence du film. Après la scène de Jesse Plemons, séquence puis une scène, c'est différent. Mm-hmm. Parce que la meilleure scène, c'est la scène avec Jesse Plemons, 100%. La meilleure séquence, c'est dans le Capitole, suivi du killing du président. Mais dans le Capitole, j'ai trouvé... C'était bon parce que tu vois la différence d'expérience avec les deux photojournalistes. Parce que Lee, elle écoute ce que les militaires lui disent, mais Jessie, elle les écoute pas. Jessie, à un moment donné, elle rentre dans la pièce pendant qu'elle est pas supposée, là. De l'autre, elle est comme, non, vas-y pas, puis elle est comme, elle shrug l'autre, la militaire, puis elle est comme, lâche-moi, moi j'y vais. Fucking crazy girl. Et crazy en bitch. Plus, dans la scène où justement... Quand Lee, elle se sacrifie. Ouais, quand Ellie, elle se sacrifie. Elle reste plantée en plein milieu. Je suis d'accord. Je suis comme genre, bro, elle courait l'autre entre... Mais c'est là que ça montre... Entre les murs et entre les portes. C'est là que ça montre le manque d'expérience. Ouais, ça montre le manque d'expérience. Lee, elle a fait le même mouvement 2 minutes avant, mais elle aurait quand même réussi à prendre une photo clean. Tout en courant. C'est un talent, ça. C'est un truc en soi. Je pense pas que c'est un skill que Jessie a nécessairement. Non. Elle peut pas juste courir puis prendre une shot.
surtout avec une vieille caméra. Parce que ça, c'est une différence aussi. Lee utilise une caméra digitale, pendant que Jessie, elle utilise une caméra film. Il y a une bonne différence. Puis un truc que j'aime pas dans la mort de Lee, il n'y a pas d'éjaculation de sang. Il n'y a rien. Je trouve ça comme genre, ok. Parce qu'il n'y a pas de exit wound. Ouais. Parce qu'elle a une veste. Ouais, je sais, mais. Ça rentre en arrière, ça ressort pas en avant. C'est quand même très réaliste. Moi aussi, au cinéma. Ouais, c'est réaliste. Là, j'avoue, j'aurais moi aussi, au cinéma, ça me buguait un peu. J'étais comme, pourquoi il n'y a pas de sang? Mais dans ma deuxième écoute, j'étais comme, c'est vrai, elle a une veste. La balle va pas traverser 2 bords de veste. Ouais, ça se fait, c'est du clévor quand même, là. Ouais, j'avoue. J'avais pas pensé, ça m'a juste un peu bugué. Mais ça, premier visionnement, ça te bug. Visionnement, ouais. Mais deuxième, tu te rappelles, au début du film, il y a un petit foreshadowing, oublie pas le Kevlar. Ok. Oublie pas le Kevlar si t'es pour être dans une zone de combat. Puis justement, elle a le Kevlar, ça passe dans le dos, puis ça passe pas en avant, ça peut pas. C'est sûr, peut-être qu'il aurait pu avoir un petit splash par derrière, qu'on aurait pu être visible. J'ai aimé la façon que Joel qui fait juste dismiss le corps. Il a à peine regardé le corps. J'ai trouvé ça cold, puis en même temps intéressant dans la situation. Parce que lui, il est là juste pour le thrill. Il fait ce job-là juste pour ça. Lui, il sert vraiment à l'ultime critique des journalistes. Lui, il est vraiment là juste pour le thrill. Crime, il est comme, hey, demain, on s'en va dans une zone de combat, let's go! Il fume, il boit. Puis il boit, il fait juste pour niaiser. Se hyper un peu. Exact, lui, c'est la grosse critique des journalistes. Ouais, j'avoue que quand il a même pas passé un instant à regarder le corps de lui, j'étais comme genre, va chier. Ouais, exact. Va faire foutre. Exact. C'est comme, yo, dude, tu travailles avec elle depuis un bout. Genre, check donc si elle est encore en vie. Mais en même temps, dans le contexte, t'as pas vraiment le temps. On s'en va chercher le président, tu sais. Et on veut une citation du président, absolument. Bon, la scène du président. Pas de suite. Trop une bonne scène, ça. Okay. Pas de suite. Non, je pense que j'ai autre chose. Ben, c'est ça. T'as les 4 personnages. Il y a 2 photojournalistes, 2 journalistes. Dans les 2 groupes, il y en a un des 2 qui sert à glorifier la profession, puis l'autre critique. Donc, t'as Lee, glorifie. T'as Jessie qui est critique. T'as Joel qui critique, c'est une critique. Puis Sonny, clairement, c'est une glorification des journalistes. Parce que le personnage de Sonny, c'est juste un good guy all the way tout le long du film. Ouais. Crime, s'il était pas là dans le film, les 3 sont morts. Les 3, ils se font tuer par Jesse Plemons. J'aime tellement son entrée dans cette scène-là avec le véhicule. Ben, c'est ça. Mais on peut... cette scène-là au cinéma, je suis le seul qui a comme fait un petit cheer. Quand j'étais comme, yeah! Tout de suite après, tu vois que la fille a tombé dans le trou chaud. Fuck. Je me suis tellement senti petit. Là, je pense que je me suis rapetissé dans mon banc. J'étais comme, fuck. J'espère que personne m'a entendu. Genre, je me sentais tellement mal. J'étais comme, yeah! Puis là, je la vois, elle est dans le ketchup. Oh, fuck! Ça doit être horrible. T'as-tu remarqué qu'il y avait un enfant? Non, j'ai pas remarqué. Yeah. Deuxième visionnement, j'ai remarqué qu'il y a un enfant. Il y a un enfant dans le tas de cadavres. C'est comme, oh my god. Genre, c'est dégueulasse comme scène, cette scène-là. Parce que c'est comme, parce que c'est juste horrible. C'est juste horrible. Ouais, c'est juste tuer une personne pour son ethnie, pour exact, ses origines. Juste parce que tu peux en ce moment. Elle n'est pas américaine, hein? Fait que je vais la tuer. Puis tu sais, il allait tuer Joël. Là. Il allait le tuer. Parce que quand il a dit Floride, il a dit Southern America. Genre, il a tout de suite mis la Floride comme étant dans le sud de l'Amérique et non de l'Amérique du Nord. Ce qui est quand même intéressant parce qu'il est comme... Il est plus... Non, t'es probablement cubain, parce qu'il jouait avec, parce que le personnage de Joël, il essayait de s'en sortir. C'est le seul qui parlait. Tu sais, il faisait tout le talking. Puis Jesse Plemons faisait juste jouer avec, en demandant d'où c'est que tu viens, ces affaires-là. L'autre qui dit Hong Kong est un peu épais, là, par contre. Read the fucking room. C'est quoi? C'est son ami, c'est son frère? C'est son ami. Qui se tue devant lui? Ça. C'est lourd. D'après moi, c'est juste un ami. Un ami. Peut-être c'est son frère. Ça se peut. Sa réaction qu'il a, c'est peut-être son frère. Ouais, mais ça, c'est pas assez bien expliqué, honnêtement. C'est deux personnages. C'est 2 personnages qui sont throwaway. Ouais, juste c'est son throwaway. C'est des snippets. Ça, c'est le syndrome du road trip movie. C'est où est-ce que c'est un personnage qui arrive, il va repartir dans 5 minutes anyway. C'est la formule, quoi. C'est la formule, le road trip. Mais c'est ça. Penses-tu que Joël s'en aurait sorti? Parce que moi, je pense les 2 autres... Mais honnêtement, c'est une subtilité que j'avais pas captée. C'est encore une autre subtilité, c'est quand il nomme les villes d'où est-ce qu'ils sont, il dit Colorado, Massachusetts, that's American, that's what I'm talking about. Puis il mentionne pas Floride. D'accord, ouais, j'avais même pas remarqué ça.
genre, il s'en allait le tuer 100%. Là. Puis si Sonny n'y arrivait pas, peut-être que Lee et Jesse auraient survécu à l'encounter. Mais encore là, avec qu'est-ce qu'ils ont été témoins, pas juste le meurtre de leur ami, mais aussi le meurtre de toutes les personnes ethniques. 100% ils auraient tué les trois. Moi, j'aime comment il dit à un moment donné à la petite, justement, elle vient de Missouri. Puis je pense qu'il dit comme genre Missouri, vous êtes connu pour. Elle dit, je sais pas. Yeah. That's American. Yeah. C'est comme genre l'ignorance même. Yeah. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était. Yeah, that's American. She's ignorant. C'est comme, damn. Yeah. Fait que là, on peut y aller. Là, sur le pogner le président, là, j'aime la scène, comment qu'elle start. La scène start avec juste Nick Offerman qui se fait tirer à terre. C'est comme, viens ici. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène-là? C'est sûrement la deuxième scène. Deuxième meilleure scène? Deuxième meilleure scène du film, ça, vraiment, ouais. Yeah. Moi, c'est sûr, je l'inclus dans ma séquence du Capitole au complet. Vraiment, demander juste une citation du président à la fin. Ça, c'était cold as fuck. On a besoin d'une citation. Please tell them don't kill me. C'est comme c'est tout. Mais j'aime la line de Joël qui est juste, yeah, that'll do. C'est juste tellement cold. Puis après, il se fait shot. Là. En vrai, je me suis dit, tout ce voyage-là pour cette citation-là, c'est tellement... C'est parfait. C'est vrai. C'est juste parfait parce que t'as le président qui est un troisième turn president, qui est juste clairement dictateur, qui est juste en situation de... Totalement incompétent. Totalement faiblesse. Il est en situation d'impouvoir complet. Puis la seule chose qu'il peut dire, c'est « S'il vous plaît, tuez-moi pas. » Genre, fucking pussy, come on. Au final, il est comme tout le monde. Exact, parce que l'ultimate goal, c'était de l'interviewer. Quand l'armée américaine a décidé de lâcher le président, là, le but ultime a changé. C'était comme, qui va avoir la shot du président qui meurt? Qui va avoir la dernière citation, les derniers mots du président La dernière citation, puis la shot aussi, parce il y a un moment, parce que Jessie, il y a un moment où est-ce qu'elle n'est pas sûre si elle doit se relever après la mort de Lee. Mm-hmm. Elle peut pas en revenir qu'elle a pris la photo. Parce qu'au moment qu'elle tombe, elle recharge sa bobine, prend la photo, puis c'est comme si elle réalise pas qu'est-ce qu'elle vient de faire. Puis l'autre fait juste passer devant, puis elle est comme, mais elle est morte. Genre. Mais elle doit continuer. Mais elle doit continuer parce qu'elle se rappelle qu'il y a une shot à prendre, puis est importante la shot. Et j'aime comment, justement, la dernière photo est utilisée dans les crédits avec une saturation au début, après ça, elle redevient normale, après ça, elle devient obscure. Il y a aussi dans les crédits une deuxième photo où est-ce que les militaires, ils sont en train de sourire avec des fuck you de même. Ils sont tous devant le cadavre, ils sont de même. J'étais comme wow. Mais ça, c'est l'aspect que j'ai le mieux aimé dans l'ensemble du film, c'est l'utilisation des photos. Ça me percutait à chaque fois. Clairement, c'est des photos qu'ils ont pris en tournant. Clairement, c'est pas des screenshots du film. Ouais. Puis c'est toutes des très bonnes photos. Surtout les photos en noir et blanc. Là. C'est comme des tableaux. C'est pour ça que le noir et blanc, en général, c'est meilleur. Oui, oui. Oui. Mais c'est ça, j'ai trouvé à chaque fois qu'ils mettaient une photo qui se prenait, parce qu'ils prenaient la photo, puis tout de suite, t'avais la photo, juste un petit 3 secondes, juste assez pour que tu vois la photo. Je trouvais que c'était des beaux moments, là, justement. Tu sais, comme quand dans le premier conflit armé où est-ce qu'ils sont, il y en a un qui s'est fait shot, puis elle est là à attendre la shot, elle attend le bon moment, puis t'as Lee à côté qui se penche pour comme s'assurer qu'elle va prendre le bon moment. Puis quand elle prend la photo, Lee est comme « Yeah, that was the moment ». Une bonne scène, ça aussi. Mais j'aime comment que Joël, il protège, tu sais, la façon qu'il tient la photojournaliste. Oui, oui. Genre, non, vas-y pas tout de suite. Vas-y pas. Puis il fait ça avec Lee à la fin. Ouais, parce que Lee est plus en contrôle. Ouais, elle est plus en contrôle. Puis il le remarque aussi qu'elle est plus en contrôle. Puis que le personnage de Jessie, elle est comme let's go, le thrill, il est embarqué. Parce que au moment que Jessie puis Joël, ils se regardent, puis les deux se sourient pendant qu'il y a comme des bombardements, c'est le moment où est-ce qu'elle est comme let's fucking go. Là. Genre, elle s'est sentie exactement là où est-ce qu'il fallait qu'elle soit. Ça montre à quel point c'est dangereux le métier de journaliste, ou surtout pour démontrer le vrai, la vérité. Oui. Dans ce monde-là. Puis c'est un film qu'il voulait faire parce que le père de Alex Garland était un cartooniste pour un journal. Fait qu'il a côtoyé beaucoup de journalistes. Fait que c'est une profession qu'Alex Garland respecte beaucoup. Fait que ça, c'est un aspect quand même intéressant. C'est une affaire qui m'a surpris aussi. Il a écrit 4 ou 5 versions du script, mais la première version, c'est celle qui est le plus proche du shooting script. C'est intéressant, ça. Yeah. Je me demande c'est quoi les autres versions du script. Et surtout pourquoi il est revenu à la première version. Comme la 3-4 ou la 2-3, il y avait des éléments qui
Ok, il y avait des éléments qui étaient... éléments qui est comme trop gros sur le scale, comme impossible à tourner, des affaires de même, je pense. C'est trop ambitieux, quoi. Exact. Parce que ça, c'est le film le plus ambitieux de A24, là. Ouais, j'ai comme... À la fin du film, j'étais « Hey, c'est A24 ». T'aurais dû le voir au début. Non, je le sais, mais je pense que j'étais en train de boire de l'eau. Ça se peut. J'ai tourné ma tête une seconde. Fait que à la fin, j'étais comme « Ah, c'est A24 ». Ouais, c'est A24. Je m'étais même pas rendu compte de ça. Puis le film a bien fait au box-office pour son budget. Avec 50 millions de budget, il a fait 114 millions au box-office. En conclusion, je dirais que le film montre une perte d'unité dans le pays en soi. Puis c'est un reflet, c'est un miroir au pays lui-même d'aujourd'hui, mais aussi à toute l'humanité en soi. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Quand même, parce que c'est le film, il montre beaucoup que les Américains ne sont pas unis pantoute, là. Genre, il y a un manque de repères idéologiques aussi. Exact. Tu sais, c'est tout le temps rouge versus bleu. C'est comment là? Pas juste ça, là. Moi, personnellement, c'est un des meilleurs films de 2024. Ah ouais? Yep. Selon moi, c'est l'un des meilleurs, pour vrai. Faut que je revoie Dune 2 pour décider si c'est meilleur que Dune. Parce que là, j'ai vu 2 fois Civil War, fait que je peux pas vraiment... J'ai juste vu une fois Dune. C'est un bon film. Je dirais pas que c'est excellent, j'ai quand même des trucs que j'ai pas aimé dedans, mais... Ah, moi, il y a rien que j'ai pas aimé dans ce film-là, personnellement. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Cinéma Simp, parce que moi, je simp pour vrai pour le cinéma. J'ai tellement de la misère à avoir des défauts dans un film, là. Et moi, j'en vois tout le temps. Ouais, c'est parfait. Ça se complète. C'est parfait, ça. En gros, moi, je donnerais un 7.5 au film. 7.5, nice. C'est un bon film. Moi, c'est un 9. C'est un 9? Yeah, c'est un 9. Un 9 de Pâques. Thanks. Mais pour vrai, qu'au cinéma, j'étais comme 8. Ça serait comme 8.5. Mais deuxième visionnement, là, ça a bumpé à 9. Peut-être 9.2. D'ailleurs, tu donnerais quoi à Mulholland Drive? Je pense pas que tu as donné une note. Hein. Non, je pense pas. Je pense que je donnerais un 8.5, genre. Ok. À peu près. Puis Last Night in Soho, c'est un... Je pense que Mulholland Drive, ta note va augmenter si tu le regardes encore. Probablement, parce que je vais sûrement comprendre mieux les détails. Tu sais, c'est... Les films de même, il y a tellement des détails à manquer dans un film, dans n'importe quel film. Comme il y a juste revenir 2 secondes sur Civil War. Quand il passe par Pittsburgh, je le sais que c'est Pittsburgh parce qu'il est marqué Goose Stealer sur le pont. Puis après, il y a 3 personnes pendues. Ouais. Je sais pas si tu l'as remarqué. Mais dans la réalisation, c'est juste absolument magnifique. Parce qu'un réalisateur mauvais, il aurait fait comme 6 shots pour cette séquence-là. Tu aurais eu les personnages qui voient le Ghost Stealer à partir de leur POV. Puis après ça, tu aurais eu sûrement une shot directement sur les cadavres. Mais là, le shot, j'ai lu un commentaire sur Reddit sur le film qui confirme que le shot est juste parfait. Parce que le gars, c'est une personne qui vient de Pittsburgh, j'imagine. Parce que dans sa salle, quand ils ont vu le Ghost Stealer, la salle au complet a fait genre wouh! Mais le shot, il reste là trop longtemps. Parce que le char, il continue, mais le shot, il reste là. Juste assez pour que tu t'en rendes compte qu'il y a du monde de pendu. Mais c'est ça qu'il dit, le monde, ils ont cheer sur le Ghost Stealer parce qu'ils sont comme let's go Stealer. Mais tout de suite après, c'est oh fuck. Ça a comme fait un silence tout de suite dans la salle que le gars il a dit. J'ai trouvé ça intéressant. Intéressant comme réaction, ouais. Parce que c'est le genre de nuance qu'on peut pas vraiment comprendre. Mais c'est une nuance qui marcherait moins s'il y aurait 6 shots pour la séquence au lieu de juste 1. Là, c'est juste un shot qui reste là un petit peu trop longtemps, puis tu te demandes pourquoi le shot est... Oh fuck, il y a des cadavres. C'est que... Ça me fait rire. Bon, fait que ça, t'as-tu écouté quelque chose d'intéressant cette semaine? Non, honnêtement. Fuck. J'ai rien écouté d'intéressant. Honnêtement, Antoine, tout ce que j'ai fait cette semaine, j'ai lu. Qu'est-ce que t'as lu? J'ai lu Old Boy. Ah, pas vrai? J'ai lu le manga Old Boy. Ouais. C'est vrai, tu m'as dit qu'il y avait un manga là-dessus. Moi aussi, j'étais étonné que ça soit adapté d'un manga. Juste pour clarifier, le prochain film qu'on va parler, qu'on va discuter, c'est Old Boy. Donc, film 2003? 2004? Ouais, 2003, je pense. Dans ces alentours-là, début 2000? Ouais, début des années 2000. Ça, c'est réalisé par un Coréen, right? Ouais, réalisé par un Coréen. C'est un excellent réalisateur dont je peux pas prononcer le nom en ce moment parce que j'ai pas l'écran. Fuck. on est tellement préparés à Cinéma Simp, ça n'a pas de sens. On est des professionnels, gang. Si vous voulez continuer l'épisode, allez sur Patreon. C'est pas vrai, il n'y a pas de Patreon. C'est Park Chan-wook, qui a fait aussi d'autres films que j'aime bien. Attends. Il a fait le film Mademoiselle, donc que je considère comme un excellent film. C'est Park Chan-wook. Ok. Wook. Ça, il y a beaucoup de park là-bas. Ouais, ils sont parkés, quoi. Le meilleur film coréen que j'ai vu, c'est probablement Parasite. Ah,
Tu l'as vu, Parasite, j'espère. Ouais, non, je l'ai vu. Oui, c'est toi qui me l'avais dit. Tu l'as vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma, j'ai trippé. Même la réaction de l'audience était exceptionnelle. Mais ça, je pense, même si on a vu le film, je pense qu'on pourrait prendre un épisode éventuellement pour parler de Parasite. Et j'aimerais ça faire un autre film, justement, du même réalisateur, qui est vraiment... j'ai vu plein d'interviews de lui. Genre Transporter. C'est Snowpiercer, je pense. Snowpiercer. Ouais. Je sais qu'il y avait un train dans le film. Là. Oui, il y a un train dans le film. Pour ça. Non, un de ses premiers films, c'est Memory of Murder. OK. C'est basé sur une histoire vraie. Ah, mais tu sais, Parasite, c'était tellement un bon film. Parasite, c'est un des meilleurs films des années 2010. Mais les Américains, ils me font chier un peu. Parce que ça fait, c'est tellement bon. Là, ils ont donné Best Picture. Puis là, c'est comme, ils oublient tous les films étrangers après ça. Ouais, après ça, c'est toujours comme ça. On n'écoute plus les films avec des sous-titres. C'est comme genre, non, parce qu'on n'aime pas les films avec les sous-titres. Je me rappelle, il y avait un... Écoute le doublage, c'est tout. Il y a un doublage. Il y avait un YouTuber qui était comme genre, c'est un film coréen qui gagne, c'est tellement woke. C'est comme, ferme ta gueule. Le film est même pas woke. Non, mais lui, il dit les Oscars sont woke parce qu'il donne l'Oscar à un film coréen, mais c'est tellement con. Yeah. Et après, il avait même pas vu le film. Justement, il disait que c'est... ben là. Puis après ça, il est allé le voir, il fait, ouais, it's very good. Fucking loser. Ah, marnac. Fait que, quelques petites news. Il va y avoir un reboot de The Office. Ben, c'est pas un reboot, c'est un spin-off. Yeah. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Ça. Mais ça va être quand même Greg Daniel qui produit. Fait que j'ai quand même un peu confiance. Déjà, hot take, les 2 dernières saisons de The Office étaient mid. Fait que... Puis dans le fond, ça va être... Ouais, mais Greg Daniel, je pense, il était-tu encore sur le... Ouais. C'est l'autre qui a quitté pour aller faire Parks and Rec. Parlant de Parks and Rec, le gars qui joue le président dans Civil War, il joue dans Parks and Rec. Quand le film a commencé, j'ai pas vu de bande-annonce. Je savais pas que Nick Offerman était dans le film. Pour vrai, je suis parti à rire quand le film a commencé puis j'ai vu sa tête. J'étais fuck, c'est Nick Offerman, je vais peut-être rire. C'est ça, il va y avoir un petit reboot de... plus un revival, parce que c'est un spin-off show qui va se passer ailleurs. Ça va être comme un autre type de compagnie, puis ça va être comme un documentaire. Bref. Autre nouvelle qui est arrivée lundi passé, le lendemain de l'enregistrement de l'épisode. Josh Brolin a rejoint le casting de Knife Out 3. Ça l'a fait chier Antoine qui a appris ça. Ça m'a fait chier, je ne pouvais pas l'annoncer la veille. Tabarnak. Alright. Michaela Over et Christopher McDonald ont été castés dans le Superman de James Gunn. T'as-tu hâte de voir ça? J'en ai rien à foutre, Antoine. Moi avec. Si c'est pas Henry Cavill, I don't want it. Henry, please come back. Box office, Bad Boys a fait 56 millions US cette année. Puis 104 millions globalement. Fait que c'est un très bon chiffre pour une première fin de semaine. Pendant que Furiosa a bombé 2 semaines. Triste. J'étais pas là pour mettre mon commentaire. Je suis très déçu de l'humanité en soi. Garfield, sérieusement? Vous détestez les lundis? J'en ai rien à foutre que vous détestiez les lundis. Mais pourquoi Garfield? Oh my god. C'est un des pires comic strips de l'histoire, de un. Je tiens à le mentionner pour les gens qui lisent des comic strips. Moi, si c'est pas Bill Murray qui fait le rôle, je le veux pas. Moi, j'aurais aimé que ce soit Jackie Chan. C'était Patrick Huard qui faisait la voix en français au Québec. C'était quand même drôle pour vrai dans le film de... Pas dans le récent, là, je parle dans les vieux. Genre le vieux film Garfield. C'était Patrick Huard. C'est quand même très drôle. Fait que c'est ça, il y avait pas beaucoup de news cette semaine. Pas beaucoup de trucs qui s'est passé, à part Josh Brolin pis tout. On parlait justement de Parasite à l'instant. Yep. Parce que je compte juste... c'est pas une news en soi, mais c'est juste une information que je viens de voir sur les réseaux. Bong Joon-ho, qui a réalisé, le réalisateur qui a réalisé Parasite, il va faire un film qui s'appelle Mickey 17 au 17 avec Robert Pattinson. Oh! Ouais. Oh, damn! Ça va être le personnage principal du film. Donc, damn! Il va sortir en 2025. C'est juste ça qu'on sait? Ok, c'est vraiment juste ça qu'on sait. C'est même pas tourné. Il a été reporté de quelques années parce qu'il me semble que ça faisait un an. Il y a un an, il était censé sortir en 2024. Là, il a été repoussé en 2025. Ok, fait qu'il y a peut-être des complications dans le montage. Ouais, ça, c'est jamais bon, par contre. Bong Joon-ho, il n'a pas sorti de film après Parasite, donc ça va être son prochain film. Ok, avec Robert Pattinson en plus, qui est calissement bon comme acteur. Fait que ça va être le film qui va précéder. Moi, écoute, gang, arrêtez de juste juger la carrière de Pattinson sur Twilight. Arrêtez, puis allez regarder Good Time. T'as-tu vu ça, Good Time? Oui, c'est un très bon film. Tabarnak. The Lighthouse, c'est comme... Non, le dude, c'est un fucking bon acteur. Allez chier. Malheureusement, il a commencé sa carrière avec une
trilogie qui est très mal vue de la plupart des gens. Donc, il y a 5 films de Twilight. Ouais, c'est... Twilight, toilette, hein, ça rime. Le gars est comme la trilogie, puis je suis comme, il y a 5 films, dude. Ouais, je suis désolé. J'ai une mémoire sélective. Techniquement, c'est 4 avec un 2-parter. Ouais, mais on s'en fout des détails, c'est Twilight. Je sais, Faut je chier. sais. Même, comment s'appelle la fille? Même elle se fait trash pour Kristen Stewart? rien. Ouais. Même elle, je trouve qu'elle se fait trash pour rien. C'est pas la meilleure actrice, mais elle est pas aussi mauvaise que ce que les gens prétendent. Non, mais je l'ai jamais vu dans un rôle que j'ai pas trouvé que c'était pas une planche de bois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve qu'elle est meilleure dans d'autres films que Twilight. Genre, tu sais, j'ai pas vu Charlie Angels, là, mais... C'est mauvais. Fait que j'ai hâte au prochain film de Bong Joon-ho. Imagine être Chris Evans, tu joues dans un film coréen, t'es le seul qui parle en anglais. Parce que le réalisateur parle pas anglais, c'est ça qui est drôle. Non, il y a sûrement une traductrice ou un traducteur. Oui, il y a une traductrice qui la suit. Ouais. Oui, c'est celle qui était sur l'entrevue puis aux Oscars aussi. Ouais, d'ailleurs, quand il y a Charlotte, Martin Scorsese, il est tellement cool d'avoir fait ça. Ah, ben oui. Scorsese était genre. Alors, c'est Tarantino qui a fait le peace sign, t'es genre. Ouais. Non, ça c'était nice, là. Parce qu'il savait, le gars, il a gagné contre Martin Scorsese puis Quentin Tarantino, là. Faut le faire. Puis honnêtement, il mérite. Il mérite 100%, là. Autant que j'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood, pis c'est probablement l'un de mes films préférés, genre de Tarantino, Parasite est meilleur. Genre, mais pas de beaucoup, mais Parasite est bien meilleur. Pour moi, c'est comme genre top 3 meilleurs films de la décennie des années 2010. Ah, Parasite. Probablement. C'est comme un chef-d'œuvre. 100%. Mais on va en parler plus tard de ça, dans une autre émission, dans un autre épisode. Comme dans un autre épisode, on va parler de Zack Snyder, puis Nick va être fâché tout le long. Ça va être un drame. Peut-être que tu vas aimer ça. Sois ouvert sur les slow motion. J'aurais aimé ça quand les... C'est cool, les slow motion. Peut-être que l'Ebola, c'est pas si mal au final. What the fuck? Dude, don't say that. Watchmen était bon, man. C'était un bon film. 300, c'était bon. Ah, ouais, mais Watchmen, c'est pas aussi bon que le comics, je suis désolé. Un autre news. Pour moi, c'est la même affaire. Il y a juste le Squid qui est pas là. Le Squid Le Squid aurait pas fait de sens dans un live action. On n'en parlera pas trop. On n'en parlera pas trop. Tout va bien. Mais non, en même temps, j'ai une autre news. Il va avoir une prequel à 300 en forme de TV series. Yep, puis Warner Bros. Sont en discussion avec Zack Snyder pour qu'il produise le projet. Parce que les droits cinématographiques appartiennent à Zack Snyder, si je me rappelle bien. Puis sa compagnie. Fait qu'ils ont besoin de l'accord pour pouvoir produire du 300. Il y a juste une news qui m'étonne un peu, c'est encore Bong Joon-ho. Oh! Il va réaliser un animé au Japon. Oh, that's cool. Moi, je suis fan d'animé, fait que c'est ça que je vais regarder ça. Toi, je le sais, là. Mais je suis surtout étonné qu'un réalisateur aussi célèbre décide de faire un animé au Japon. Je sais qu'il est fan de manga, mais pas d'animé, je savais pas ça. Non, moi non plus. C'est spécial. Mais c'est spécial qu'il s'en va au Japon. Ouais. Dans le fond, au Japon pour faire un film. Là. Justement, l'équivalent des Oscars pour les animés, il était présent pour faire un speech. Ah, bah ouais? Ouais. Damn. Il a jamais travaillé dans l'animation, lui. Non, fait que ça va être sa première expérience dans le domaine de l'animation. Moi, ça m'intéresse énormément. Je sais pas, le scénario, ça peut être quelque chose d'assez excellent. C'est quand même très cool, ça. Quand même très, très cool. Fait que, ouais, pour moi, il n'y a pas d'autres news. Je sais pas si t'as non, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine en news. Genre, des affaires de fashion, pis ces affaires-là, tu sais. Tu sais qu'on vient de faire notre épisode le plus long. Ouais, comme un bit. On va avoir des trucs à écouter. Je pense que ça va être ça pour cette semaine. Fait que... La semaine prochaine, Old Boy. Yeah. Allez voir le film si vous ne l'avez pas vu parce que c'est un excellent film. Moi, je l'ai déjà vu. Antoine ne l'a jamais vu. Moi, je l'ai pas vu. Fait que c'était Cinéma Simple. Je suis Antoine. Et moi, je suis Nicolas. Merci de nous avoir écoutés, les 8 personnes qui nous écoutent. Thanks. Bye. Bye bye.